Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Lab embarqué. Dans cette deuxième vidéo, nous allons procéder en deux temps. D'abord, un tour d'horizon des principales cartes de la famille ESP32 et ensuite, la mise en place de l'environnement de développement professionnel. Lorsqu'on aborde l'ESP32 pour la première fois, on est souvent désorienté par le nombre de variantes disponibles. ESP8266, ESP32, S2, S3. La nomenclature peut sembler opaque. En réalité, il existe une logique claire derrière tout ça. Et le meilleur moyen de la comprendre, c'est d'avoir les cartes sous les yeux. J'ai disposé devant moi 5 cartes représentatives. Examinons-les dans l'ordre chronologique de leur apparition. La première est le SP8266. Elle constitue l'ancêtre de la famille, commercialisée en 2014 par Espressif Systems. Elle a véritablement démocratisé la connectivité sans fil dans le monde des microcontrôleurs. Son architecture est relativement modeste, un processeur monocœur à 80 MHz, uniquement du Wi-Fi et pas de Bluetooth. Mais à l'époque, proposer un module Wi-Fi à quelques euros représentait une rupture majeure. Aujourd'hui, pour un nouveau projet, on ne la recommande plus. Elle reste toutefois présente dans de nombreux systèmes en production et vous la rencontrerez forcément en maintenance. Ensuite, on a le l'ESP32 classique. Sorti en 2016, c'est la véritable évolution. 2 cœurs, une fréquence de fonctionnement bien supérieure et surtout la combinaison Wi-Fi plus Bluetooth qui en fait une plateforme extrêmement polyvalente. C'est cette carte qui a établi le l'ESP32 comme une référence incontournable dans l'embarqué connecté. C'est aussi celle qui bénéficie de la documentation la plus fournie et de la plus large communauté. C'est la raison pour laquelle nous l'utiliserons comme support tout au long de cette série. Les concepts que vous allez apprendre se transposent directement sur les variantes plus récentes. Cette troisième carte est un ESP32S associé à un module caméra. Elle illustre la première famille dérivée, la série S, pour les variantes orientées périphériques avancées. L'intérêt de cette configuration, c'est qu'elle ouvre la porte à tout un champ applicatif. Reconnaissance d'images, vidéosurveillance, portail visiteur connecté, etc. Et tout cela dans un format de quelques centimètres carrés. La quatrième carte, le SP32S3 fabriqué par Seeed Studio. Nous sommes ici sur la génération la plus récente, la série S3. Ce qu'il faut retenir des S3, c'est qu'il intègre des instructions spécifiques à l'accélération du calcul matriciel. Concrètement, cela permet de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle légers directement sur le microcontrôleur. C'est ce qu'on appelle le TinyML. Et la dernière carte, il s'agit d'un Arduino Uno R4 Wi-Fi. Sur la carte, vous observez un second module, plus petit. C'est un ESP32S3 Mini. Arduino et Espressif ont collaboré sur cette carte. Le microcontrôleur principal gère la logique applicative et le ESP32S3 est dédié à la connectivité sans fil en tant que coprocesseur réseau. Cette architecture est représentative de ce qu'on observe fréquemment en production industrielle. Le ESP32 n'est pas toujours en chef d'orchestre, il est souvent utilisé comme module réseau intégré, piloté par un autre processeur. Récapitulons pour fixer les idées. Le SP8266 appartient au passé, mais reste présent dans l'existant. Le SP32 classique constitue la base pédagogique la plus solide. La série S2 privilégie l'USP natif et la faible consommation, et la série S3 représente l'état de l'art actuel avec l'accélération matérielle pour l'IA embarquée. Dans toute cette série, nous travaillerons sur le SP32 classique. Les connaissances que vous allez acquérir sont entièrement transférables sur les autres variantes. Passons maintenant à la mise en place de l'environnement de développement. Avant d'installer quoi que ce soit, je voudrais prendre quelques minutes pour justifier un choix important, celui de ne pas utiliser Arduino. Arduino est un outil remarquable. Il a joué un rôle fondamental dans la démocratisation de l'électronique embarquée et il conserve une place légitime dans l'apprentissage initial. Cependant, dans un contexte professionnel, 3 limitations majeures apparaissent. Première limitation, Arduino repose sur une abstraction qui masque les mécanismes sous-jacents. C'est un atout pour débuter rapidement, mais un handicap dès qu'on souhaite comprendre finement le comportement d'un système. Et en embarqué, cette compréhension n'est pas optionnelle, il est indispensable. Deuxième limitation, le ESP32 s'exécute nativement sur FreeRTOS, un système d'exploitation temps réel. Or, Arduino n'expose pas directement cette infrastructure, nous en aurons besoin dès la troisième vidéo. Troisième limitation, et c'est probablement la plus déterminante,
Dans l'industrie, les offres d'emploi et les missions freelance en embarqué ESP32 mentionnent systématiquement ESP-IDF, jamais Arduino. ESP-IDF, qui signifie Espressif IoT Development Framework, est le framework officiel fourni par Espressif, le fabricant lui-même. C'est d'ailleurs sur ESP-IDF que repose Arduino ESP32 en interne. Nous allons donc travailler directement à la source. Nous passons maintenant à l'installation proprement dite. Je travaille sur Ubuntu, mais la procédure est identique sur toute distribution dérivée de Debian. Nous allons installer ESP-IDF version 6.0, qui est la dernière version stable publiée par Espressif. C'est la version recommandée pour tout nouveau projet en 2026. L'installation se fait en 4 étapes. Prenons-les une par une. Première étape, les dépendances système. ESP-IDF a besoin d'un certain nombre d'outils pour fonctionner. Un compilateur, Python, Git, CMake et quelques bibliothèques. Nous allons les installer en une seule commande. Je vous invite à ne pas négliger cette étape. L'oubli d'un seul de ces paquets est la cause la plus fréquente d'erreurs à la compilation. Et ces erreurs sont souvent difficiles à diagnostiquer quand on débute. La deuxième étape, c'est récupérer le code source d'ESP-IDF. Le framework est disponible en open source sur le dépôt GitHub officiel d'Espressif. Nous allons le cloner dans un répertoire dédié en ciblant explicitement la branche V6.0. Un point d'attention important ici, l'option récursive dans la commande clone. ESP-IDF est un projet modulaire qui dépend de nombreux sous-modules Git. Sans cette option, vous ne récupérez que la structure principale et la compilation échouera plus tard sans message explicite. Travailler sur une version précise et explicite comme ici la 6.0 garantit la reproductibilité de votre environnement. C'est un principe fondamental dans un cadre professionnel. Je précise au passage qu'Espressif a introduit dans cette version 6 un nouvel outil appelé ESP-IDF Installation Manager, ou EIM, qui permet une installation simplifiée via une interface graphique. Dans cette vidéo, nous faisons l'installation manuelle qui reste la méthode de référence et qui vous donne une meilleure compréhension de ce qui se passe. L'interface graphique pourra venir ensuite si vous le souhaitez. La troisième étape, c'est l'exécution du script d'installation. Ce script effectue 3 opérations. Il télécharge la chaîne de compilation croisée, ou bien Cross Compiler Toolchain, qui est spécifique à l'architecture du processeur de l'ESP32. Ensuite, il installe les utilitaires nécessaires au flashage de la carte et il crée un environnement Python isolé de façon à ne pas interférer avec votre système. L'opération prend généralement entre 3 et 5 minutes, selon votre connexion. La quatrième étape, c'est activer l'environnement dans la session courante. C'est l'étape que beaucoup oublient et qui génère le plus de confusion chez les débutants. Observez attentivement la syntaxe. Il y a un point, suivi d'un espace, puis le chemin vers le script. Ce point initial est l'équivalent de la commande source. Il demande au shell d'exécuter le script dans le contexte du terminal courant, et non dans un sous-processus. C'est indispensable pour que les variables d'environnement soient effectivement disponibles. Comme il serait fastidieux de retaper cette commande à chaque nouvelle session, nous allons créer un alias permanent. Désormais, une simple commande getIDF suffira à activer l'environnement. C'est un petit raccourci, mais il change considérablement le confort d'usage au quotidien. Pour vérifier que tout est correctement installé, vous pouvez taper idf.py-version. Si vous voyez s'afficher ESP-IDF v6.0, l'installation est réussie. Nous pouvons passer à la suite. Et on arrive à la dernière partie, flasher le premier programme Blink. Pour valider que tout est en place, nous allons compiler et flasher l'exemple Blink. C'est le programme canonique en embarqué, l'équivalent du Hello World en programmation classique. Il fait clignoter la LED intégrée à la carte et cet exemple est fourni avec ESP-IDF. Nous allons simplement le copier dans notre espace de travail pour pouvoir l'utiliser. Je précise que dans la prochaine vidéo, nous examinerons en détail la structure interne de ce projet. Pour l'instant, nous allons simplement l'utiliser tel quel, afin de vérifier que la chaîne d'outils fonctionne de bout en bout. Première chose à faire, indiquer à ESP-IDF quelle est notre cible matérielle. Cette commande précise que nous compilons pour un ESP32 classique. Si vous disposez d'un S3, vous indiqueriez ESP32S3. A noter qu'en version 6, ESP-IDF prend en charge officiellement un plus grand nombre de variantes, y compris les ESP32C5 et ESP32C61, qui viennent de sortir de la phase préliminaire.
Cette paramétrisation permet au même code source d'être compilé pour différentes puces de la famille, ce qui est très puissant. Connectons maintenant la carte à l'ordinateur via le câble USB et vérifions qu'elle est bien détectée par le système. Si la commande retourne un résultat comme /dev/tty/usb0, votre carte est correctement reconnue. Si en revanche la commande ne retourne rien, il s'agit très probablement d'un problème de permission. Sous Linux, l'accès au port série est contrôlé par un groupe système nommé DLOut. Votre utilisateur doit y appartenir. Cette modification ne prend effet qu'après une déconnexion puis reconnexion de la session. Pensez à le faire si nécessaire. J'attire votre attention sur un point qui crée beaucoup de confusion chez les débutants. Tous les câbles USB se ressemblent, mais ils ne font pas tous la même chose. Certains sont des câbles d'alimentation uniquement, ils chargent la carte, elle s'allume, tout semble normal. Mais l'ordinateur ne voit rien. Aucune communication possible. Si vous avez un doute, utilisez le câble qui accompagne la carte ou un câble que vous avez déjà utilisé pour transférer des données. Et nous arrivons à la commande centrale, une seule instruction qui enchaîne 3 opérations. La compilation du code source, le transfert du binaire vers la mémoire flash de la carte et l'ouverture d'un moniteur série pour afficher les messages en temps réel. ESP-IDF invoque le compilateur, génère le fichier binaire, le transfère sur la carte, puis ouvre la console. Vous voyez défiler les messages du démarrage du système, le bootloader, la détection du processeur, la fréquence de fonctionnement, puis le programme utilisateur qui prend la main. Et comme vous pouvez le constater, la LED intégrée clignote à intervalles réguliers. Votre premier programme ESP-IDF version 6 est fonctionnel. Pour quitter le moniteur série, la combinaison de touches est CTRL plus crochet droit. Faisons le point sur ce que nous avons accompli. Vous disposez à présent d'un environnement ESP-IDF version 6 pleinement opérationnel sur votre machine. Vous avez compilé et flashé votre premier programme et vous avez vérifié que la chaîne d'outils fonctionne de bout en bout. C'est une étape essentielle car tout ce que nous construirons par la suite reposera sur cet environnement. Dans la prochaine vidéo, nous prendrons le temps de décortiquer la structure d'un projet ESP-IDF. Nous examinerons en détail le fichier CMakeList et la configuration du projet via SDK-config et la notion de composant qui est centrale dans l'architecture du framework. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela contribue directement à la poursuite de cette série. Et si vous rencontrez une difficulté lors de l'installation, n'hésitez pas à la décrire en commentaire. J'y réponds personnellement. À la prochaine.